Alors, messieurs Pronovo, messieurs Serroni, merci beaucoup. Comme nous disions, nous sommes très chanceux d'avoir deux experts à notre table de LVA TV. Un sujet sur la relève, un sujet que monsieur Pronovo connaît bien pour avoir réalisé le rapport Pronovo et ensuite le rapport sur la relève. On aimerait savoir comment sont armés en fait les agriculteurs de la relève dans les deux pays respectifs, au Québec et en France. Alors, selon vous, monsieur Pronovo, comment sont-ils armés et quels outils manquent-ils à la relève? Bon, la voie royale pour une relève là, qui prend une ferme, c'est d'hériter ou d'acheter la ferme de ses parents. Ça, c'est vraiment la voie royale. La ferme est en exercice, elle fonctionne, on connaît ses paramètres, son chiffre d'affaires, son bénéfice, etc. Là où ça se complique, c'est lorsque on part différemment sa ferme. Par exemple, un fils qui ne peut pas hériter de son père parce qu'il y a trop d'enfants dans la maison et puis on n'est pas celui qui a été choisi, lui est obligé d'en acheter une ferme. Oups! Là, il paye le prix du marché, pas le prix que son père veut bien lui faire. Et d'un. Deux, dans certains cas, il ne peut pas commencer petit parce que la loi sur la protection du territoire agricole le limite en l'obligeant à acheter plus de terre qu'il en a besoin, et c'est très cher, la terre. Troisièmement, si il choisit la gestion de l'offre ou l'élevage, pour la production laitière, par exemple, il va être obligé d'acheter du quota. Et ça coûte 24 000 $, si ma mémoire est bonne, par vache de plus. Est-ce à dire que pour permettre à ces jeunes d'accéder à des fermes, il faudrait penser à changer le système, encore une fois, comme on parlait tout à l'heure, des quotas, de la gestion de l'offre ou d'aménager la CPTAQ? Il faudrait retoucher les politiques de la CPTAQ, puis retoucher aussi le règlement qui encadre la gestion des quotas. Par exemple, je vais vous donner des exemples bien précis. Un père ne peut pas prendre de son quota pour le donner à un de ses enfants qui voudrait s'établir. Il ne peut pas faire ça. Défendu. L'enfant qui veut s'établir, lui, doit obtenir un peu de quota de la Fédération des producteurs de lait. Et puis, il peut en avoir très peu de quota. Ça lui coûte des sous, puis il est obligé de rembourser. Il y a une misère épouvantable à atteindre un seuil normal de rentabilité. Surtout que les exigences par rapport à la profession, penser au bien-être animal, par exemple, traçabilité, des choses comme ça augmente là, à tous les ans. Là. Et ça lui demande de faire des investissements qu'il n'est pas capable de faire. Et en France, M. Serroni, est-ce que pour la relève, la difficulté est la même? Est-ce qu'un producteur en France peut donner en fait, des quotas transférés à ses enfants? Il n'y a plus de quotas. Donc, pas les quotas, mais transférer ses contrats. Alors, si vous voulez, en France, je crois qu'il y a deux choses qu'il faut comprendre pour comparer avec ce qui se passe chez vous. Trois choses. J'ai compris, je ne suis pas très féru là-dessus, que les règles de succession ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que chez nous, il y a une équité obligatoire minimum entre les enfants. J'ai compris que chez vous, un père ou une mère pouvait décider de donner presque tous ses biens à un des enfants. Voilà. Donc chez nous, donc quand il y a plusieurs enfants, il y a cette question de répartition. Le deuxième élément, j'ai compris aussi, de ce que j'ai vu, que l'essentiel des fermes des terres sont en propriété des agriculteurs. En France, il y a à peu près la moitié qui sont en location. Donc c'est déjà, au moment de l'installation, nous on ne parle pas de relève, on parle d'installation, mais au niveau de la relève, la question se pose déjà différemment. Parce que les terres sont propriétés de propriétaires terriens, de groupes d'investissement? De propriétaires terriens, de familles, de gens ou d'anciens agriculteurs qui ont gardé leurs terres. Le troisième élément, c'est que 70% des installations des jeunes agriculteurs se font dans le cadre d'une société agricole. C'est-à-dire que si les gens ne reprennent pas une ferme, soit ils prennent des parts, ils remplacent quelqu'un dans une société existante qui s'en va, ou ils reprennent quelques terres qu'ils amènent dans une ferme existante et ils créent une société. Donc 70% des installations se font dans le cadre d'une société. Est-ce que le système des sociétés agricoles dont parle M. Serroni ressemblerait, M. Pronovo, à ce que veut implanter certains groupes comme Pangea ou Agriterra?
Non, non, ce sont des familiales. Les GAEC, les groupes On a ça ici agricoles, aussi. exploitation On a la même chose ici. Sauf que c'est probablement moins répandu que chez vous. Ici, les gens auxquels on offre de louer des terres sont plutôt réticents parce que louer une terre, surtout s'il n'y a pas d'installation dessus, il faut donc investir. Et investir dans une grange ou une serre ou pour installer de l'équipement sur une ferme qui est louée, c'est pas très évident aux yeux de nos agriculteurs. Alors souvent, chez nous, la partie où il y a les bâtiments, ils en sont propriétaires. Et c'est les terres, les hectares qu'ils louent. Et la politique par rapport à l'installation, en France, en gros, elle repose sur deux piliers. Un premier pilier qui est une aide financière qui était, alors je ne suis plus sur le terrain, mais qui était de 20 000 euros, qui a un petit peu augmenté parce qu'avant elle était accompagnée de prêts dont le taux d'intérêt était pris en partie en charge par l'État, enfin par l'Union européenne, ça des prêts bonifiés. Mais comme les taux aujourd'hui sont très bas, ces prêts ont disparu, ça a été converti en aide. Mais en contrepartie de ça, l'État regardait que le budget soit viable. Moi, quand j'étais au ministère de l'Agriculture, c'est ce que je faisais. On validait la réalité du budget. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a un contrôle sur les terres. En France, vous ne pouvez pas louer les terres que vous voulez. Il y a des commissions qui attribuent les terres. Par le biais des SAFER. Voilà. Alors les SAFER, elles peuvent préempter au niveau des ventes. Mais au niveau des locations, il y a ce qu'on appelle l'autorisation d'exploiter qui est donnée par l'administration après l'avis d'une commission. Et donc, il y a un avantage donné aux jeunes agriculteurs. Mais si vous étiez demain matin, puis je vous posais la même question, M. Pronovo, ministre de l'Agriculture, qu'est-ce que vous proposeriez? Auriez-vous des idées en fait, pour permettre à la relève d'accéder plus facilement aux terres? Est-ce qu'il y aurait des solutions? Alors, moi, je crois que deux choses en France qu'il faut changer. Un qui concerne aussi l'installation, mais qui est beaucoup plus large, c'est qu'en France, il est urgentissime de changer la fiscalité de l'agriculture. On a une fiscalité de l'agriculture qui n'est pas adaptée à la variation des revenus, à la variation des chiffres d'affaires et donc des revenus, et qui pousse trop à investir. Dans la machinerie, pour employer votre terme, le machinisme agricole, voilà, qui pousse trop à investir. Et le deuxième élément, je crois qu'un des enjeux, j'ai compris qu'il commençait à y avoir le débat chez vous aussi, un des enjeux, c'est qu'il y ait des financements. C'est-à-dire que les agriculteurs, notamment les jeunes, ne soient pas obligés de tout acheter, de tout financer par la banque, et que pourquoi il n'y aurait pas des investissements financiers qui soient faits de manière minoritaire, mais où il n'aurait que les intérêts à payer, finalement, un capital à rémunérer, et pas à capitaliser dès le début de la carrière. Un jeune salarié ne capitalise pas au début de sa carrière. Les revenus qu'il a, il les consomme, et il capitalise dans la deuxième moitié de sa vie. Vous, M. Pronovo, si vous êtes ministre de l'Agriculture du Québec demain matin, vous offrez quoi en fait à la relève? Ah mon Dieu, j'aurais tendance premièrement à retoucher les politiques qui encadrent l'utilisation du territoire agricole. Je parle de la loi sur la protection du territoire pour permettre de plus petites fermes. On sait, on en a des exemples sous les yeux de ces petites fermes qui vivent très bien de leur production. C'est pas des multimilliardaires, là. Mais ils ont choisi cette voie-là. Ce sont des artisans. Bon, on permet des artisans partout, dans le meuble, dans toutes sortes de métiers. Pourquoi on n'en aurait pas en agriculture? Ce serait votre priorité comme ministre de l'Agriculture. Oui. Et deux, je suis assez sympathique aussi à l'idée d'avoir des modèles d'affaires qui permettent justement ce que vous dites, que d'autres puissent investir avec de jeunes agriculteurs dans des fermes d'ici. Quand vous dites les modèles d'affaires, ça peut être... Pour les acheter, les partir, ou encore pour les développer. Quand vous dites les modèles d'affaires, c'est autant les fonds d'action CSN, les Pangea, les Agritera, vous incluez tout ça là-dedans? Bien, ça dépend. Je ne les connais pas tous à fond, mais il y en a plusieurs, oui, que je mettrais là-dedans. Je pense, il y a le FIRA. C'est une façon de faire. Il y a le Pangea, qui est une autre façon de faire. Puis je suis très conscient, lorsque j'affirme ça, qu'une seule façon de faire, c'est pas la panacée, là. Il faut une variété de l'agriculture, elle est plurielle, et il faut une
pluralité de situations, chacun choisissant celle qui lui convient le mieux. On a exactement la même vision qui est en train de monter de l'autre côté de l'Atlantique en France sur la diversité. Du reste, le ministre Stéphane Travert dit ça dans chacun de ses discours. La diversité de l'agriculture française, la diversité des modèles et des toutes petites fermes, notamment proches des villes, peu intensives en capitaux et très intensives en travail. Ça monte aussi chez nous, ça. Oui. Ouais. Monsieur Pronovo, Monsieur Serroni, merci beaucoup.